Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au sommaire pour vous cette semaine, à Baie-Saint-Paul, suite aux inondations du 1er mai dernier, la reconstruction du patrimoine bâti et la préservation du milieu villageois posent d'importants défis. À Rocher-Percé, on souligne le 50e anniversaire du groupement forestier. À Gatineau, les télévisions communautaires participent aux audiences publiques du CRTC et réclament un meilleur soutien pour assurer leur avenir. À Berthierville, un marché de Noël dans un centre d'hébergement pour des personnes ayant des troubles cognitifs. À Neuville, EMQ Média soutient depuis 10 ans les artistes en arts visuels et les musiciens du Québec. À Passepébiac, c'était la 48e édition du tournoi de hockey M15, toutes catégories. Mais pour commencer cette émission, on a une bonne nouvelle. On va se rendre à Lac-aux-Saumons, où l'ancien bâtiment imposant qui abritait la maison mère des Servantes Notre-Dame Reine du Clergé sera transformé en résidence pour les aînés. Avec le manque de relève et les membres vieillissantes de la congrégation des Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé à Lac-aux-Saumons, la communauté avait décidé de quitter le bâtiment et de le mettre en vente il y a environ quelques années. Un acheteur s'est manifesté et aujourd'hui, on vous dévoile le nom des nouveaux propriétaires du domaine Lac-aux-Saumons. Bienvenue à cette journée historique dans la Matapédia en termes d'investissement avec cette annonce de la vente de la maison mère des Servantes Notre-Dame Reine du Clergé à Lac-aux-Saumons. Je tiens tout d'abord à saluer M. Éric Thibault, président et copropriétaire, M. Guy Degrasse également, donc vice-président et copropriétaire, également Sœur Odette. Bonjour. M. Pascal Bérubé, député de Matapédia. Mme Marjolaine Pronovo, attachée politique de la députée d'Avignon-Lamitis, Matapédia, Christina Michaud. Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Et M. Gérard Grenier, maire de Lac-aux-Saumons. Bonjour. Depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment exceptionnel bâti des années 40? Bien, maintenant, il sera préservé à jamais avec son intégrité architecturale, avec un respect de l'histoire et de ses résidents, et tourné vers l'avenir pour accueillir ici les bâtisseurs et les bâtisseuses de la Matapédia. Alors, très grande journée pour la Matapédia. Je suis en compagnie du député de Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. On annonce une grande nouvelle aujourd'hui parce que le bâtiment qui accueillait les Servantes du Notre-Dame Reine du Clergé ici à Lac-aux-Saumons a été vendu, a été acheté pour un nouveau projet, donc une RPA, une résidence pour personnes aînées. Qu'est-ce que ça signifie justement pour la région là, de pouvoir convertir ce bâtiment? C'est une journée historique. C'est une des plus grandes transactions immobilières de l'histoire de la Matapédia. Donc, c'est un bâtiment qui est bien connu, 1942, qui est gigantesque et qui va accueillir des aînés, mais de façon considérable. D'abord, les religieuses qui sont ici sont 18 ou 19. Elles vont demeurer ici jusqu'à la fin de leur vie, ce qui est déjà en soi une satisfaction pour moi. C'est leur congrégation, donc elles vont vivre paisiblement, pas de déracinement, mais on va accueillir un nombre important d'aînés qui vont vouloir venir habiter ici. Les prix vont être assez abordables. Les propriétaires vont pouvoir vous en parler, mais on a vu qu'il y a plusieurs plus petites résidences qui ont fermé. Ils vont pouvoir accueillir ces résidents et même au-delà. Je pense que même des Matapédiens et Matapédiennes aînés qui sont à l'extérieur de la Matapédia, qui vont avoir envie de revenir tellement avoir de l'espace. Donc, pour moi, comme député, c'est inespéré parce qu'on cherchait une vocation au bâtiment. Non seulement on l'a trouvé, mais en plus, on vient combler un besoin et on vient complètement d'inverser l'offre. Et maintenant, il y a une offre abondante dans la Matapédia et pour moi, ça me soulage beaucoup. Et là, tu l'as mentionné, c'est une bonne nouvelle. Les religieuses qui étaient ici vont pouvoir continuer à rester ici parce qu'il était question qu'ils déménagent à Rimouski, mais là, ils n'auront plus besoin. Oui. C'était envisagé, même la démolition était envisagée. Imaginez un tel bâtiment d'une telle beauté. C'est un bunker ici. Hein? C'est fait très solide. D'ailleurs, ça a beaucoup intéressé les nouveaux propriétaires, la structure, l'intégrité architecturale. Donc, il y a beaucoup d'usages possibles, mais c'est fait pour beaucoup de monde. Il y a déjà jusqu'à 200 religieux ici. Il y a une immense cafétéria, une buanderie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une chapelle encore qui est ici. Alors, moi, j'ai fait le tour il y a quelques semaines. On est venu rencontrer les nouveaux propriétaires. On a préparé la conférence de presse. Ils m'ont demandé d'organiser ça pour eux.
Ils ont beaucoup confiance en mon travail. Puis on est devenus des amis rapidement. C'est des gens de Bécomo, des nouveaux propriétaires qui sont déjà dans ce domaine-là. Un ingénieur, quelqu'un spécialisé dans RPA, un médecin qui se sont mis ensemble dans une entreprise. Et ça s'appelle, je pense, le nom officiel, c'est le domaine Matapédia. Ils vont vous dire ça mieux que moi. Mais c'est surtout des gens qui ont envie d'investir dans la Matapédia. Alors, on ne voit pas ça tous les jours. C'est très apprécié. C'est quoi la part du gouvernement là, dans ce projet-là, dans cette transaction-là? La réponse, aucune. C'est des entrepreneurs privés. La question est importante parce qu'il y a à peu près un an, on se disait c'est l'État qui va devoir investir, le gouvernement du Québec. Il y en a qui disaient ça va-tu être une maison des aînés, ça va-tu être une autre résidence publique? Non, on a déjà Marianne Ouellette qui est à côté. C'est du privé, donc il n'y a rien. Là, il y a une collaboration possible avec le gouvernement du Québec. C'est par exemple des ressources intermédiaires ou de l'hébergement, où il y a des ententes avec le C3S. Là, oui, mais aucun investissement requis. C'est des entrepreneurs privés qui achètent le bâtiment puis qui vont offrir une offre pour les aînés. C'est exceptionnel. Et ça, c'est magnifique parce que là, on a entendu parler aussi dernièrement là, qu'il y a des résidences qui vont fermer, dont à Sébec. Oui. Alors, Chénat, il ne faut pas la nommer, puis il y en a eu d'autres aussi, puis je comprends que c'est difficile. Souvent, c'est les propriétaires qui font 80 heures, 90 heures, sont essoufflés, il y a de la rentabilité, il y a des gicleurs, c'est très compliqué. Ce modèle-là est très prenant pour les propriétaires. C'est important qu'il y ait une diversité dans l'offre. Il y a le Château Bellevue à Amqui qui a son offre, qui est très appréciée des résidents. Ça va être une offre qui est différente ici. On offre le choix, puis c'est bon qu'il y ait de la concurrence. Mais on a tellement de demandes que c'est bien vu. Et je dirais même qu'on va être en mode d'aller chercher des gens de l'extérieur. Et je pense que ça va être beaucoup des Matapédiens d'origine. On parle de concurrence, mais elles ne sont peut-être pas si féroces que ça parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin de place. Oui, puis la pyramide d'âge fait en sorte que ça va augmenter. Alors, ça, là, c'est une des plus belles nouvelles auxquelles je contribue depuis que je suis en politique dans la Matapédia en 2012. Quand j'ai appris ça, puis quand on a mis sur pied cette conférence de presse, on avait tellement hâte de l'annoncer. Alors, même si ce matin, les routes n'étaient pas tellement belles entre Matane et Lac-aux-Saumons, j'avais tellement de joie dans mon cœur qu'il n'y a rien qui m'a empêché d'être ici. On oublie la tempête de neige. Oui, puis on pense à l'avenir et ça, là, c'est une nouvelle, comme j'ai dit aux religieux, c'est providentiel avant Noël d'avoir cette annonce-là. Alors, je pense que les gens vont réaliser l'ampleur de la transaction, ce que ça représente pour la Matapédia. C'est énorme. Je ne l'ai pas dit tantôt dans mon discours, mais Lac-aux-Saumons a réussi la conversion de son église. Elle va réussir la conversion de son couvent. C'est exceptionnel. Ça va bien à Lac-aux-Saumons. Il se passe plein de choses. C'est un bel endroit où habiter. Oui, puis l'environnement est magnifique. C'est un bel endroit pour les personnes aînées. Absolument. Alors, retenons que c'est une très grande nouvelle pour la Matapédia. C'est une transaction gigantesque et qui va offrir des services aux aînés. Alors, quoi de mieux? Moi, je suis très fier des nouveaux investisseurs. Je les ai remerciés. Je leur ai souhaité la bienvenue chez nous dans la Matapédia. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Et naturellement, on y croit. Hein? On y croit parce qu'on a acheté la congrégation, le bâtiment. C'est un bâtiment qui date de 1941 avec beaucoup d'histoire. On trouvait ça triste un peu de voir peut-être une démolition future. On est conscient qu'au Québec au complet, on a besoin de RPA, on a besoin de ressources intermédiaires. Notre population vieillit énormément. Je suis en compagnie d'Éric Thibault, qui est le président et le copropriétaire, et Guy Decrasse, qui est vice-président et copropriétaire. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Donc, on apprend une grande nouvelle aujourd'hui. Vous avez fait l'acquisition de l'édifice qui abritait une congrégation religieuse. Alors, félicitations. Merci. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que vous allez faire avec le bâtiment? Bien, naturellement qu'on va faire une continuité au niveau de la congrégation qu'on fait pendant des années, donner des soins de santé de qualité et naturellement qu'on est conscient que la population a besoin. Fait qu'on prévoit 99 RPA et plusieurs ressources intermédiaires aussi. On a plusieurs pieds carrés disponibles pour une population vieillissante, naturellement. Donc, permettre à plusieurs personnes là, dans la Matapédia de pouvoir justement terminer leur jour ici, de pouvoir continuer de vivre ici. C'est pas la première fois là, que vous convertissez une congrégation en résidence. Ouais, moi, personnellement, j'ai déjà un couvent qui a été converti à Bécomo en RPA, quand on a 100 logis. On est dans un terrain là, plus facile pour nous de faire les choses qu'ils ont à faire. Là. On est conscient de ce qui se passe exactement. Là. Vous avez peut-être mentionné combien de personnes vous allez pouvoir accueillir ici? Entre 160 et 200 personnes, là, tout dépendant de la demande. Ouais. L'édifice qui surplombe la municipalité de Lac-aux-Saumons va connaître maintenant une nouvelle vocation. Elle deviendra une résidence pour personnes aînées.
pour permettre aux personnes autonomes et semi-autonomes de pouvoir rester dans la Matapédia. Suite aux inondations du 1er mai dernier à Baie-Saint-Paul, Lydia Duchesne de TVCO nous rapporte qu'entre démolition et rénovation, il y a une importante réflexion qui est en cours autour du schéma d'aménagement de la municipalité. La démolition se succède dans le quartier Saint-Joseph depuis quelques mois et les terrains vacants se multiplient. En fait, le citoyen a 3 options, c'est-à-dire il peut céder le terrain à la ville. S'il le fait, la valeur de son terrain va être remboursée par le MSP, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité publique. Sinon, il peut le garder, mais ce terrain devient automatiquement inconstructible. À partir du moment où la démolition est accordée, il ne pourra pas reconstruire, évidemment parce qu'on est en zone inondable. La 3e option serait de vendre à un voisin qui pourrait y agrandir sa cour. En ce qui concerne les terrains cédés à la ville, il est encore trop tôt dans le processus pour s'avancer sur leur usage à venir. Actuellement, on travaille avec l'équipe de Vivre en ville, avec la précieuse collaboration du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour réfléchir au grand quartier Saint-Joseph à long terme. Comment on va assurer une meilleure résilience du quartier face aux inondations? C'est sûr que c'est un événement exceptionnel qui est arrivé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Avec le changement climatique, il faut s'attendre à tout. Ça fait comment on peut protéger nos milieux de vie? Plusieurs services de la municipalité sont mobilisés pour la remise en état des lieux, autant au niveau des infrastructures que de l'environnement. Actuellement, il y a les services du génie qui travaillent sur qu'est-ce qu'on fait avec le mur, comment on assure une plus grande résistance à ce mur-là. Est-ce que ça va être un mur, une digue? J'en ai aucune idée. Là, c'est mes collègues qui travaillent là-dessus. On a des gens qui se spécialisent en hydrogéologie aussi, qui réfléchissent à la rivière. Est-ce qu'on lui donne des zones de liberté pour qu'elle puisse s'élargir en cas d'inondation? Si oui, à quel endroit? Puis ça, il faut la penser dans toute sa longueur, la rivière. Il faut penser les affluents de la rivière aussi. Ça fait que c'est comme un énorme travail. Puis nous, notre domaine, on réfléchit aux solutions urbanistiques, architecturales, puis au niveau aussi de l'aménagement. L'organisme Vivre en ville, qui accompagne la municipalité dans ses réflexions, s'inspire de modèles déjà existants dans le monde et qui ont fait leurs preuves pour conseiller la ville de Baie-Saint-Paul sur son nouvel aménagement des zones inondables. Par exemple, les entrées de stationnement pourraient être faites de surface alvéolée pour un meilleur écoulement des eaux. On va peut-être réussir à travailler aussi avec Architecture sans frontières, qui ont une belle expertise là-dessus. Ça va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble du quartier, comment qu'on aménage les terrains vacants. Selon Diane Lemire, tout est encore possible. Les solutions existent et elles seront toutes évaluées. En ce qui concerne la préservation du patrimoine bâti, la procédure d'immunisation contre de futures inondations débute avec les ingénieurs qui déterminent la hauteur du premier plancher. Il faut aussi comprendre ici que les nouveaux sous-sols ne pourront être utilisés comme lieu de vie par les occupants. La maison de Mme Desrosiers, nous, on lui a offert le service du SARP. En fait, c'est une équipe avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. Puis on offre des services gratuits à la population, de consultation. Ils font des esquisses, des propositions de restauration. C'est ça qu'ils ont fait pour toutes les maisons qui sont en train de s'immuniser puis qui sont en processus de demande d'aide d'immunisation. Ce qui est important pour nous, c'est évidemment que nos citoyens soient en sécurité, mais que le fait de rehausser le bâtiment vienne pas minimiser la préservation du bâtiment patrimonial. Fait que dans le cas de Louise, son revêtement va descendre plus bas que la hauteur de ses fondations. Donc, ça va couvrir ça, puis avoir une belle galerie en façade. Là, ça va être vraiment, vraiment bien intégré.
Diane Lemire souligne au passage que la Ville est présente et disponible pour aider les sinistrés dans leur démarche auprès des ministères et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé était à la fête soulignant le 50e anniversaire du groupement forestier du Rocher-Percé, une entreprise méconnue du grand public. Le groupement forestier Rocher-Percé a célébré ses 50 ans d'existence le 11 novembre dernier. Cette entreprise spécialisée en aménagement forestier demeure toutefois méconnue du public. Quel est son impact dans la communauté? Comment a-t-elle évolué au fil des années? Nous avons rencontré le directeur général Sylvain Réel lors de leur 5 à 7 organisés pour marquer cet événement, ainsi que du député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix, qui était également présent lors de la soirée. La mission du groupement forestier Rocher-Percé est la mise en valeur et l'aménagement intensif des ressources forestières sur les terres privées dans une optique de développement durable. L'organisme contribue également au développement socio-économique de la région par la création d'emplois et l'enrichissement du patrimoine forestier. Le groupement forestier Rocher-Percé fête ses 50 ans cette année. Ça a été mis en place pourquoi en 1973? Bien, en fait, le premier groupement forestier a été mis en place en 1971 à Restigouche. Maintenant, il y en a une quarantaine dans la province de Québec. Puis nous, on a commencé en 1973. Dans ce temps-là, c'est des propriétaires privés qui ils ont mis leur propriété en commun pour y travailler, puis tout en aménageant leur lot boisé. Donc, il y avait une double fonction, on va dire. Travailler sur leur boisé, puis aménager leur forêt en même temps. Puis au fil des années, comme je dis, il y en a poussé d'autres partout dans la province. Puis on est une quarantaine maintenant, tout le monde a son territoire. Nous, notre territoire est de Prével jusqu'à Passepébiac. Fait que tous les propriétaires privés qui sont sur ce territoire-là peuvent faire appel à nous pour faire des travaux sur leur propriété. Donc des travaux d'aménagement, plantation, débroussaillage et aussi maintenant la récolte de bois. S'il y a du bois à couper, on est équipé pour ça. Puis on remet en valeur ensuite en faisant de la plantation. Au début, c'était uniquement en forêt privée qu'on intervenait. Puis au fil des années, bien, on a commencé à intervenir aussi en forêt publique. Donc on a des travaux avec Rex Forêt. On a eu au fil des années aussi de la coupe de bois pour la compagnie Gaspésia. Il fut un temps où on était là, 150 employés là, pour le groupement. Maintenant, on en a beaucoup moins. Avec la mécanisation, là, il y a moins d'employés, mais on réussit à faire le même volume pratiquement d'ouvrages que dans le temps. Donc, avec la fermeture de la Gaspésia, bien, on livre du bois maintenant dans les moulins du coin. Donc, le bois est plus long. On parle de 8 pieds, 10 pieds, 12 pieds, 16 pieds. Donc, c'était plus possible de faire ça manuellement. Donc, on a décidé de s'équiper de machinerie abatteuses, porteurs, pour pouvoir continuer à couper du bois et ensuite à reboiser les propriétés et les aménager aussi. Avec l'acquisition de ces nouvelles machineries-là, ça vous permet maintenant de soumissionner sur les appels d'offres publics? Oui, en fait, les appels d'offres publics, c'est plutôt au niveau de l'aménagement comme tel. Donc, les travaux de débroussaillage, dégagement de plantation et plantation. Donc, les systèmes ont changé au fil des années. Maintenant, on a moins de contrats garantis. Puis, il faut soumissionner sur des appels d'offres pour pouvoir avoir assez de travail pour tous les ouvriers. Donc, cette année, un exemple, là, on a quand même réussi à faire 19 semaines de travail à tous nos ouvriers en ayant gagné une soumission en dégagement de plantation. Donc, on est à l'affût de tous les appels d'offres, puis on est confiant qu'on va continuer à en avoir pour nos ouvriers, pour pouvoir garder toute notre équipe. Donc, on a une équipe maintenant d'environ 25 ouvriers sylvicoles.
dont la moitié vient du secteur ouest, donc dans le coin de Port-Daniel, et puis l'autre moitié plus du secteur est de notre territoire. Là, on est fiers, puis on veut garder cette équipe-là, parce que c'est difficile maintenant. La relève dans ce domaine-là est difficile à trouver. Donc, avant d'aller vers de la main-d'œuvre étrangère, on va tout faire pour trouver des emplois locaux. Et puis, peut-être qu'au fil des années, on va devoir se tourner vers la main-d'œuvre étrangère éventuellement. Nous réalisons des travaux de voirie forestière, soit la réfection et la confection de chemins forestiers, incluant la pose de ponceaux, des travaux d'inventaire forestier, de collaboration avec certains partenaires tels que les clubs de VTT et de motoneige, les EC et les municipalités. C'est quoi les retombées du groupement dans la communauté? Bien, nous, on a un chiffre d'affaires de 5,7 millions. Donc, on fait affaire avec beaucoup d'entreprises du coin. Donc, ça fait rouler beaucoup l'économie. On a quand même une cinquantaine de travailleurs en tout et partout, si on compte les techniciens, puis l'équipe de récolte, etc. Donc, ça fait beaucoup là, dans la MRC Rocher-Percé d'employés qui travaillent pour nous. Ça fait 40 ans que vous œuvrez au sein du groupement forestier. Vous en avez vu des choses, donc c'est quoi? Est-ce qu'il y a des moments marquants au cours de toutes ces années-là que vous pourriez me conter? Oui, en fait, moi, j'ai commencé en 83, une semaine après que j'ai fini mon cégep. J'ai débuté comme contremaître mesureur. J'étais en forêt pendant 10 ans. Ensuite, je suis devenu directeur adjoint en 91 jusqu'en 2006. Là, je suis devenu directeur. Donc, au fil des années, là, j'ai vu toute l'évolution de la forêt. Au début, on avait des équipes de bûcherons manuels. Ensuite, ça a évolué vers des équipes de débusqueuses quand on a commencé à couper pour la compagnie Gaspésia. Et puis ensuite, quand la Gaspésia a fermé, là, on a fait un virage vers la machinerie, abatteuse et porteur pour pouvoir continuer à évoluer dans l'exploitation et dans l'aménagement. Donc, c'est sûr, au fil des années, là, beaucoup la géomatique aussi, ça a beaucoup évolué. Donc, on n'est plus à l'ère des boussoles, etc. Maintenant, c'est les drones et on est à la fine pointe là, au niveau géomatique. Notre entreprise a toujours été en avant pour ça. Donc, on est fiers aussi de notre évolution au niveau géomatique. Est-ce qu'il y a des projets qui ont marqué plus particulièrement le groupement forestier Rocher-Percé? Oui, en fait, notre président en parlait. Là, on a eu, à un moment donné, on a géré une érablière à Bridgeville pendant plusieurs années. Et puis, malheureusement, ça a fermé parce qu'on n'avait pas de droit de passage pour s'y rendre. Mais ça a été un fait marquant. Ça roulait beaucoup. Il y avait beaucoup des autobus avec des jeunes qui venaient, etc. Donc, c'était un très beau projet. Beaucoup d'investissements de la part du gouvernement du Québec qui avaient été mis dans ce projet-là. Puis à part ça, bien, ça a été là, les changements au niveau technologie puis au niveau de la machinerie. Ça a été les faits marquants. C'est quoi les défis que le groupement forestier doit faire face? Bien, comme je disais tantôt, surtout la main-d'œuvre. Donc à ce moment-là, il va falloir y voir là, pour garder notre équipe. Il y a beaucoup encore de départs à la retraite. On n'est pas sûr si on va pouvoir tout combler les postes. Donc, peut-être qu'on va devoir se tourner vers la main-d'œuvre étrangère éventuellement. Mais c'est surtout ça le gros défi là, pour garder l'équipe en place. Au niveau des techniciens, des ingénieurs, même moi, la relève pour un remplaçant, au niveau de l'administration, il n'y a pas beaucoup de relève. Donc, c'est ça notre gros défi. Donc, lors de votre discours, vous avez parlé que le groupement forestier, c'est
Un modèle à suivre, peux-tu développer là-dessus? Bien, effectivement, je pense que les entreprises telles le groupement forestier du Rocher-Percé, ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'il y a vraiment là, un contrat social entre les propriétaires de l'eau privée et l'entreprise exploitant, ce qui fait en sorte qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de l'aménagement de la forêt, bien évidemment. Au niveau de la récolte, bien, ça amène une redistribution, si on veut, au niveau de cette valeur-là. Donc, c'est équitable au niveau des parties prenantes qui sont impliquées dans la transaction. Puis, bien, il y a un respect aussi de la forêt qui fait en sorte que je pense qu'il y a des mesures intéressantes, des pratiques intéressantes qui méritent qu'on s'y attarde, puis qu'on voit comment on peut, dans nos milieux comme les nôtres, plus à échelle humaine, comment on peut mieux tirer profit d'un modèle comme celui-là. Quand je regarde l'évolution des 50 dernières années ici, quand on parle de la professionnalisation du métier, quand on parle de l'acquisition de machinerie à la fine pointe de la technologie, puis l'offre de services qu'il y a sur le territoire à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment des pratiques qui pourraient inspirer d'autres types de regroupements similaires. Toutes les propriétés du groupement forestier sont certifiées FSC, ce qui garantit que les bois provenant de ces forêts sont conformes aux procédures de gestion durable des forêts. On plante entre 500 et 700 000 arbres par année. Puis c'est ça, notre but, nous, c'est pas, on n'est pas un entrepreneur en coupe. Là. Si on coupe du bois, le propriétaire est au courant qu'on va reboiser par la suite. Donc, si un propriétaire ne veut pas faire d'aménagement par la suite, on n'adhérera pas avec lui. Donc, c'est vraiment l'aménagement qui suit pour que la forêt perdure au fil des années. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. J'accueille maintenant Chantal Bédard de C'est sur la télé. Chantal, bonjour. Bonjour. Chantal, vous avez décidé de passer votre télévision communautaire en streaming. Donc, on peut maintenant vous écouter en direct sur Internet. Qu'est-ce qui a justifié ce pas que vous venez de faire comme télévision communautaire? Je dirais que c'est une suite logique de qu'est-ce qu'on dans notre virage numérique qu'on a mis en place depuis les dernières années. Bon, évidemment, c'est un dossier, on le sent, on a fait des sondages, la baisse des abonnés sur le câble traditionnel se poursuit à travers le temps. Alors, on a lancé au mois d'août une application mobile et maintenant de lancer une plateforme de streaming en continu, de diffusion en continu. Comme j'expliquais, c'est une suite logique parce que les gens veulent pouvoir écouter sur des plateformes numériques le contenu, les nouvelles locales. Maintenant, il était auparavant très coûteux d'être en mesure de faire de la télévision en direct. Comment une télévision communautaire s'en sort maintenant avec ces technologies-là? Bien, évidemment, à l'époque, on avait besoin de la bidiffusion, le matériel technologique pour diffuser en direct. Il y a des outils, il y a des logiciels, il y a des façons de faire. Puis nous, ici, à C'est sur la télé, on a la compétence à l'interne, on a les gens. Fait qu'on a développé notre propre programme en collaboration avec des plateformes. Puis on s'est assuré de travailler avec des plateformes canadiennes. Donc, si je comprends bien, vous êtes maintenant complètement autonome par rapport aux méta de ce monde, aux grandes compagnies qui gèrent la plupart des réseaux sociaux qu'on utilise. C'est bon que vous le souligniez, puis c'est ce que je m'apprêtais à dire avec la foulée là, du boycottage de Meta, de Facebook. On travaillait beaucoup aussi avec les plateformes de Google. Et là, on avait peur que Google, dont YouTube, qui appartient à Google, mette aussi en application une certaine forme de boycottage. Ils l'ont pas encore fait, mais ça nous a fait réaliser qu'on était extrêmement dépendants des plateformes américaines, au bon vouloir des compagnies américaines, et ça nous dérangeait de pas pouvoir être autonomes, de pouvoir contrôler. Et on doit aussi le dire, les câbleaux distributeurs aussi, on n'a pas toute la liberté qu'on voudrait, nous, dans notre télévision. Ici, nous ne sommes pas les propres diffuseurs. On doit travailler avec Cogeco, avec Vidéotron. On peut pas contrôler nos horaires. Alors, de mettre une plateforme de diffusion en ligne, on décide quand qu'on met en ligne, comme qu'on veut, et les gens ils ont la même possibilité de se connecter au moment qu'ils désirent. Mais ceci dit, ces réseaux vous permettaient d'avoir quand même des gens une fréquentation, vous aviez de l'affluence, vous aviez une audience. En étant
autonome du côté de vos diffusions et de vos moyens, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez perdre une audience que ces grandes plateformes, auxquelles cette grande plateforme vous donnait accès? On a fait un sondage auprès des citoyens de Vaudreuil-Soulanges et on est assez surpris des résultats qu'on a reçus. 90% des gens qui consomment notre télévision communautaire la consomment sur des plateformes numériques. Donc, 90%. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement 10% qui l'écoutent sur la télévision câblée. Alors, c'est le contraire. En embrassant le numérique, on va augmenter nos audiences puis on va augmenter nos codes d'écoute. Même si vous ne faites plus affaire avec Google ou encore avec Facebook? Bien, je dirais que depuis qu'on n'est plus sur Facebook, parce qu'on a été boycotté, on a une vague de solidarité de la communauté. Les gens, ils ont comme compris qu'on n'est plus là. Alors, ils s'abonnent à nos infolettes. On est devenu un média équitable. On a enlevé les intermédiaires. Vous savez, hein, comme le café, le chocolat, on veut consommer équitable. Ben, c'est ce que je vends aux gens, consommer nos médias de façon équitable. Et c'est ce que nous sommes devenus. Et est-ce que les chiffres, je sais que ça fait pas longtemps quand même que vous avez démarré votre diffusion, mais est-ce que vous avez des résultats qui vous satisfont? C'est progressif. Je dirais que pour l'instant, on est plus en mode exploratoire. C'est une plateforme bêta, mais on peut avoir une affluence peut-être 200-300 personnes par jour pour l'instant. Donc, mais on sent qu'avec le temps, ça va augmenter. Il faut quand même pas oublier que le VOD, qu'on appelle le vidéo sur demande sur notre plateforme, donc c'est quand même possible d'écouter pas seulement le direct, mais aussi quand au moment que ça adonne, on a des 20 à 30 000 personnes par mois qui viennent écouter nos émissions à chaque mois, là. Donc, c'est positif comme développement, mais les chiffres restent à venir. Les chiffres restent à venir quand même, là, pour voir si vraiment vous allez vous développer une nouvelle audience à partir de ces plateformes. On reviendra pour une entrevue pour vous donner plus d'informations quand on aura un peu plus expérimenté la plateforme. Par ailleurs, vous bougez beaucoup, Chantal Bédard, et la semaine dernière, vous étiez à Ottawa pour les audiences du CRTC. Pouvez-vous m'en parler brièvement? Oui, effectivement, on voulait absolument participer aux discussions concernant la modernisation de la radiodiffusion au Canada. Alors, on s'est assuré d'être présent sur la table de discussion avec plusieurs autres partenaires, collaborateurs, collègues au Canada, dont la Fédération des télévisions communautaires. Bon, il y avait une belle liste et justement, nous avons un reportage qui va suivre dans quelques instants, qui résume bien ce qui a été discuté à cette table. Bien, Chantal Bédard, on écoute votre reportage et je vous remercie. C'est un plaisir. Le 28 novembre dernier, C'est sur la télé s'est déplacé à Gatineau aux audiences publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges a été invitée à prendre part aux discussions afin de démontrer comment le milieu des télévisions communautaires au Canada peuvent contribuer à la modernisation de la radiodiffusion. Avec votre avis de consultation, vous demandez de vous aider à élaborer un cadre réglementaire modernisé pour soutenir la diffusion de contenus canadiens et autochtones. Le gouvernement, via son récent décret, donne instruction au CRTC d'examiner comment il peut encourager l'innovation et appuyer la pérennité des radiodiffuseurs communautaires qui revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la loi. À titre de citoyen consommateur de ma télé communautaire, je suis inquiet pour l'avenir et la survie de celle-ci dans le cadre actuel, confinée à la seule distribution par câble. Dans un contexte de crise des médias locaux, de déficit de représentation des minorités et des régions dans le paysage télévisuel, il nous semble évident que le secteur privé ne soit pas la clé pour faire rayonner nos régions et assurer un exercice plein et entier de la démocratie. We applied to set up a certified independent production fund for community TV last year after the Standing Committee on Canadian Heritage recommended it in the report on the Rogers Shaw purchase, but we're told we don't meet the criteria. We need operational funding for heat, light, space, equipment, and staff coordinators to facilitate the voice of Canadians. Hundreds of TV and film production professionals, including Montreal CTV news anchor Mutsumi Takahashi, have worked with us. A lot of other ones you probably haven't heard of behind the camera. Thousands have received training. But we're not just a learning environment. For decades, CUTV has had a close relationship with the community.
let me remind everyone, public libraries have a broad mandate to support community media if funded. Some public libraries have been hosts of community radio and television studios for over 40 years. Now we ask the CRTC to help public libraries connect Canadians to broadcasting by creating a Community Media Access Fund to develop new nonprofit community media centers hosted by public libraries. Those exemptions will inevitably affect how much funding is collected and returned to the public benefit. We hope the Commission will make provisions for flexible policy to ensure that the spirit and integrity of important funding mechanisms will avoid unintended consequences. In the Canadian media landscape, my home province of New Brunswick serves as a prime example of a news desert. Our local realities are overshadowed by content originating elsewhere. On est le seul secteur qui n'a pas de fonds. Il y a des fonds pour tous les créateurs de contenu canadiens en ce moment. Les radios communautaires ont leur propre fonds. La télévision communautaire n'a pas son fonds. On ne peut pas faire autrement que d'aller avec comment on la consomme maintenant, la télévision. Il faut aller vers le numérique et on ne peut pas laisser ça dans les mains seulement des EDR qui sont en diminution d'abonnés, en diminution de places. Dans notre région, le sud-ouest de la Montérégie, au Québec, les consommateurs et citoyens que nous croisons nous le répètent sans cesse. Chantal, nous regardons la télé via les applications de notre téléphone ou les liens vers votre site Internet. À preuve, nous vous joignons en annexe un sondage effectué par la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges concernant les habitudes de consommation de leurs émissions. C'est plus de 90% des répondants qui écoutent la télé communautaire de Vaudreuil-Soulanges via une plateforme numérique. Je désire consommer quand je veux, où je veux et comme je veux. Je veux que ma culture soit accessible sur la plateforme que je désire. Daniel Yvon de CTRB nous rapporte que le centre d'hébergement Champlain-Château à Berthierville permet à ses résidents de vivre la magie des fêtes en organisant depuis maintenant 5 ans un marché de Noël. Les marchés de Noël sont nombreux partout au Québec. Berthierville, dans la Naudière, n'échappe pas à cette tradition. Mais, dans le coin ici, un marché est vraiment différent. Il s'est déroulé dans un centre d'hébergement, un milieu de vie sécurisé qui permet à une clientèle aux prises avec des troubles cognitifs de modérés à sévères de vivre 2 journées hors de l'ordinaire, de s'imprégner de l'ambiance du temps des fêtes. Le week-end dernier, les 73 résidents du centre Champlain-le-Château ont pu, avec les membres de leur famille et des résidents du coin, parcourir, et ça pour une 5e année consécutive, de jolis kiosques colorés. Une bonne vingtaine d'artisans d'artisanes ont partagé leur passion. Cadeaux sucrés, tricots, jouets, vêtements, confitures, bijoux et bien plus. La caméra de CTRB a parcouru ce marché intérieur, un marché pour le grand public, mais aussi et surtout pour les résidents, ce qui leur permet de socialiser avec la population de Berthierville. Écoutons Julie Bellil, en charge des activités de loisirs, et Chantal Dufresne, conseillère à la qualité du milieu de vie, membre du comité organisateur, un comité regroupant plusieurs bénévoles œuvrant auprès de ses résidents. Donc, on est dans un centre d'hébergement et c'est notre 5e édition. En fait, on amène le marché de Noël dans la résidence parce que nos résidents ne peuvent pas sortir à l'extérieur pour aller visiter les magnifiques marchés qu'il y a dans la communauté. Donc, c'est notre façon d'amener un peu de vie de Noël dans notre centre d'hébergement. Ça permet également de développer le partenariat avec la communauté. On remercie notre belle équipe de bénévoles, nos comités d'usagers qui nous donnent un coup de main à chaque année pour créer ce beau marché de Noël et nos collègues aussi qui sont là pour nous donner un coup de main. Donc, voilà. C'est un travail de longue haleine. On travaille dans notre comité, on a 7 ou 8 personnes qui regroupent des employés,
des bénévoles, le comité des usagers et on travaille ensemble depuis le mois de juin. À chaque année, on commence au mois de juin pour organiser cette journée-là. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Les artisans, les gens qui viennent exposer, offrir leurs produits, reviennent d'année en année. Effectivement. Il doit y avoir à peu près 75-80% de nos artisans qui reviennent chaque année. On les sollicite au mois de juin pour qu'ils viennent faire partie. Puis ils sont toujours enjoués de recevoir notre invitation à chaque année. On les remercie grandement aussi là, pour leur soutien à chaque année pour qu'ils puissent revenir. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Aubert Tremblay de CJSR s'est rendu à Neuville rencontrer Régent Savard, qui est depuis 10 ans le cœur et l'âme du réseau EMQ Média, dédié aux arts visuels et à la musique du Québec. Bienvenue dans l'émission Rock Metal Grunge sur Radio Émergence. Mon nom est Régent Savard. Je vous accompagne tout au long de cette capsule musicale et vous propose d'entendre pour débuter Godbout, Walk with Titans et Voyons donc. J'ai passé ma vie à travailler avec les jeunes en loisirs et à ma retraite, il y a 10 ans, j'ai défini un site Internet qui venait en aide aux artistes pour avoir plus de visibilité, dans le fond. Il s'agit d'artistes en art visuel et de musiciens. Dans le cas de l'art visuel, le site propose plusieurs magazines. Quand tu arrives sur le site Internet mqmedia.com, tu cliques sur l'image du magazine que tu veux voir. Donc, tu arrives directement sur le magazine en question. Ici, c'est le magazine des arts et de la culture au Québec depuis 10 ans, Émergence Magazine Québec. Chaque mois, on présente 9 artistes. Au début, on a toujours les livres qui sont sortis dans le mois que les artistes peuvent nous envoyer. C'est souvent des auteurs à compte d'auteurs. Ensuite, chaque mois, on commence avec Neuville. C'est pas pire. Francine. C'est Francine Blais qui est là ce mois-ci. De courts textes de présentation avec un hyperlien pour les rejoindre directement et un aperçu de ses œuvres sur 6 pages. En plus, on passe à un autre après, Joanne Fortin, qui elle est de Jonquière. On peut la rejoindre là. Ses œuvres sont en présentation également. Bon, j'aime ça, je peux revenir sélectionner son son. Stéphane Lébreux, lui, qui est un artisan de Lévis, parce qu'on a des artisans aussi au travers. Il y en a qui travaillent les mailles, le cuivre, le bois. On passe 9 artistes par mois. Okay. Et chaque artiste a le droit à 6 pages pour présenter ses œuvres. Pour les musiciens, il y a plusieurs émissions, avec chacune son style. Il y a 9 émissions qu'on produit chaque semaine. Donc, Passion francophone, qui est strictement francophone, avec des poètes qui viennent. Il y a deux poèmes par capsule. Ensuite, Rock Metal Grunge, qui bouge un peu dans le rock québécois. Il y a Artistes de A à Z, ça, c'est la musique pop. En passe de tout. Tu as également La Savante québécoise, qui est musique classique et instrumentale. Je passe aussi de l'anglophone et de l'allophone aussi, mais disons qu'on est à 90% francophone diffusé dans 122 pays présentement. Quelqu'un qui dit, moi, on n'a pas de pièces francophones à présenter à la radio, je m'excuse, là, mais on en sort une 40aine par semaine. L'artiste membre chez nous, il a sa page Internet sur notre site. On peut communiquer direct avec l'artiste chez lui via notre page Internet. Nous, on n'est pas d'intermédiaire, on diffuse l'information. On a un groupe qui s'appelle Propose-nous ton art aussi, qui est comme une galerie d'art improvisée, là, mais c'est vraiment que l'artiste qui présente une toile par semaine. On a 240 membres qui le font. Fait que si tu vas voir Propose-nous ton art sur Facebook, il y a 19 000 visiteurs par mois. Là. Ça roule. En décembre de chaque année, il y a 4 capsules du temps des fêtes, 3 vraiment de Noël, puis une du jour de l'an, des fêtes de fin d'année. Donc, à chaque année, je rajoute des capsules et quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez chez SoundCloud directement en partant la musique pour la pièce de Noël. La musique thème, Éric Bernard de Montréal. Il y a
est-ce qu'on peut écouter ça quand on veut, mettre ça sur... Sur le web, oui, tu peux les écouter, ils sont disponibles. C'est des capsules qui sont disponibles, des capsules de 60 minutes ou de 120 minutes. Fait qu'on peut se faire une liste de lecture de ça? Tout à fait. C'est gratuit sur Radio Émergence. C'est pour ça que les stations dans le monde le proposent également. À ICAL 8, eux autres, tous les samedis matin, 11h, c'est l'émission de la savante québécoise. Ils n'en démarrent pas, eux autres, ils adorent ça. OK, puis c'est la radio qui la diffuse, c'est ça? C'est la radio qui la diffuse, Radio FM, là-bas. OK, y a-t-il d'autres radios comme ça qui diffusent? En Europe, j'ai 7 stations radio. En Belgique, j'en ai 3. Puis là, on est en train de négocier avec le Sénégal puis l'Océanie. On attend des réponses. C'est toujours un peu plus long. Ouais. Pour diffuser une des émissions que vous proposez. Oui. C'est ça? Puis des fois, ils ont dit, ben nous autres, on va diffuser la tienne. Peux-tu diffuser la nôtre? Oui, on fait des échanges. Puis ça t'est venu, t'as senti qu'il y avait un besoin, là, c'est ça? La première toile que j'ai achetée, qui est Belle Lurette, là, elle est derrière toi, c'est une toile de Katia Poulain, mais la seconde où le flash m'est venu, c'est une des premières toiles ici que tu as là, qui est de Thomas Brassard, qui était un jeune artiste à l'époque que j'ai connu, il avait 17-18 ans. Et ça fait déjà 10 ans, il a 27 ans aujourd'hui, mais il performe bien, puis il a évolué dans son art. Il a fait les Beaux-Arts à Montréal aussi, il a fait à l'Université Laval également. Puis je me disais, ouais, mais lui, il va être vu comment demain? Fait que là, l'idée de développer tout cet aspect-là, mais pas dans le commercial. Moi, ça ne me tente pas de me mettre à vendre des œuvres ou à être représentant d'un artiste. Moi, je veux offrir le plus de visibilité possible à l'artiste dans un coût le plus bas possible. On est bénévole depuis 10 ans. Il y a 9 personnes sur le conseil d'administration. Il y a une équipe de 67 bénévoles qui travaillent, qui sont en France, en Belgique, à Montréal et à Québec. Puis on se parle quand on a besoin, on fait affaire avec eux autres. Là. Ah bon, c'est tout des bénévoles, tu fais pas d'argent avec ce... Non. Nous autres, on a un budget annuel de 20 000 puis ça comprend les hébergeurs, le matériel, l'ordinateur aux 4-5 ans, puis il faut prévoir ce qui s'en vient. La carte de membre est 15 puis tu as un forfait à 60 là, pour l'année. OK. Puis ça le forfait comprend une parution dans le magazine, comprend un encart, c'est un hebdomadaire, un artiste par semaine qu'on présente, 2 pages. Ensuite, tu vas être inclus dans le catalogue de Noël, parce qu'on a aussi le catalogue de Noël qui sort à ma fête en octobre à chaque année. Et il sort pour 2 mois. On est rendu à 457 000 vues ce matin, là, j'ai regardé. Même si Régent Savard a fait sa carrière en loisir auprès des jeunes, l'art l'a toujours habité. Toujours été artiste, j'ai été musicien, formé en guitare classique et tout ça, contrebassiste par la Suisse. Puis je faisais... Un jour, je vais revenir à l'art, parce que moi, ils m'ont toujours mis au sport et loisirs, tandis que là, j'étais plus dans le domaine des arts et culture, mais c'est pas grave. Puis, plus je voyais mes jeunes grandir en art et, sur les terrains, puis il se passait rien, ou à peu près pour eux autres. Fait que je disais, bon, ben un jour, il va falloir faire de quoi, tu sais. Puis là, ben, à la retraite, le déclic s'est fait avec la peinture de lui. J'ai fait, non, on fait quelque chose là, c'est important. OK, t'es revenu finalement à tes amours. À mes sources. Bon, comme à la radio-école au secondaire. Ah, tu faisais ça au secondaire? Oui. Déjà. OK, d'accord. Avec mon cours au Collège des annonceurs radio-télévision en 1976, avec M. Gagnon sur la rue Saint-Louis à Québec. Depuis novembre, Régent Savard habite Neuville. Il connaît bien la région. La majorité de ma famille est dans Portneuf. J'ai passé ma jeunesse, jusqu'à mon adolescence à Portneuf Station en haut. Là, je suis revenu un petit peu dans le comté de Portneuf dans les années fin 70, début 80. J'avais un magasin de musique à Saint-Marc-des-Carrières. Puis je faisais beaucoup de disco mobile à l'époque dans le comté de Portneuf, avec le studio RL à l'époque. On a fait ça pendant 45 ans. D'ailleurs, la dernière soirée qu'on a faite, c'était au Vieux Bardeau des Chambeaux. Puis bon, je vis de bénévolat. Comme dirait Fiston, ouais, mais là, il faudrait peut-être que tu te fasses payer un peu. Mais à mon âge, je pense pas que je vais changer d'idée. Aubert Tremblay pour CJSR. Radio Émergence, l'intemporel. Valérie Pinault de Télévague a rencontré de jeunes joueurs de hockey qui participaient à la 48e édition du tournoi Invitation M15 toutes catégories de Passepébiac. «
En fin de semaine passée, c'était la 48e édition du tournoi M15 toutes catégories de Passepébiac. Le comité organisateur a su offrir une belle cérémonie d'ouverture avec des jeux de lumière en commençant par la présentation de la relève des joueurs de hockey pré-novices et novices de Passepébiac et ainsi que du club de patinage artistique. Les discours ont été brefs et pertinents, sans longueur inutile. Ensuite, les joueurs Bantam ont défilé sur la glace, accueillis par une musique entraînante qui a mis tout le monde dans l'ambiance. Le dimanche, la population a eu droit à une pluie de rondelles sur la glace, une activité originale de financement de l'Association de hockey mineur de Passepébiac. Au total, il y a eu 44 matchs de hockey joués par des équipes qui s'étaient déplacées de Carleton à Gaspé. Un événement de telle ampleur n'aura pas pu être réalisé sans l'aide de plus d'une centaine de bénévoles. Les jeunes joueurs ont démontré leur talent et leur dévouement tout au long du tournoi, offrant un spectacle captivant pour les spectateurs et les supporters. Les joueurs ont su montrer qu'ils étaient passionnés par le hockey et qu'ils étaient capables de travailler ensemble pour atteindre leur objectif. Télévague en a profité pour recueillir les commentaires des joueurs des équipes gagnantes dans chaque catégorie. Félicitations, Félix! Merci. Comment t'as trouvé ton match? Bien. Là, tu jouais contre une autre équipe de Chandler. Ça veut dire que c'était tes amis que tu jouais contre en finale. Oui. Tu vas à l'école avec eux autres? Ben, il y en a un qui s'appelle Jacob qui est dans ma classe, mais le reste, c'est juste mes amis que je connais parce qu'on faisait des pratiques ensemble. Puis c'était quoi le moment clé du match, là, que tu sentais que vous alliez avoir la victoire? Quand il restait une minute. C'est qui ton joueur de la Ligue nationale, ton joueur préféré? Connor McDavid. Cool, vu qu'on a gagné, puisque c'est comme vraiment cool, puisque t'as un trophée, c'est vraiment cool. Là. Tout le monde criait de même, « Let's go! » Comme, c'est vraiment cool. C'était vraiment un match serré. Comment t'as fait pour gérer ton stress? Ben, j'essayais pas de penser à ça, mais vu que c'est quand même dur, mais j'essayais de pas penser à ça. C'est qui ton joueur préféré de la Ligue nationale? Ben, avant, c'était McDavid, mais là, je sais plus trop. Mais j'aime beaucoup McCarr. Puis, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi tes points forts au hockey? Ben, je suis vite. Puis, comme toutes les positions, je suis bon. C'est ça. As-tu des choses à améliorer? Mon tir, je vise bien, mais c'est qu'il n'est pas assez fort. En finale, c'est trippant. Puis, avant un match, as-tu une petite routine? Non, ben, j'essaie de manger plus sainement, comme des fruits. Comment t'as... Sinon, il n'y a pas vraiment de routine. Comment t'as trouvé l'ambiance d'un gradin? Ah, c'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup d'ambiance. Ça criait tout le temps moussette, puis c'est vraiment le fun. C'est quoi le meilleur moment, ton meilleur souvenir du match? Quand on a gagné, puis le chrono est à 0, qu'on a tout lancé nos gars, qu'on a été au goaler. Okay. Puis c'est qui ton joueur préféré de la Ligue nationale? Victor Hedman. Comment on se sent après avoir gagné? On se sent très bien, c'est le fun. T'sais. On est content pour nous autres. On a travaillé tout le début de saison comme des chiens, puis là, on est mérité, on est glorieux. C'est le fun. Okay. Puis là, votre finale des midgets, c'était une équipe de Chandler contre l'équipe de Chandler. Oui. J'imagine, c'était quoi de jouer contre ses amis? Ben, c'est bizarre, c'est parce que c'est comme si on était une pratique. C'est entre nos chums, on connaît leur lancer, on connaît comment ils jouent. Ça fait que c'était peut-être pas plus facile, mais c'était mieux. T'as-tu fait un arrêt décisif que tu te rappelles? Ouais, en deuxième période, j'ai eu un lancer de Jayden, puis j'ai eu Damit, je l'ai beurré. T'as-tu une petite routine avant un match? Ben, j'ai pas de routine, mais j'ai une affaire. J'ai un bas rose, un bas vert. Je mets le rose là, puis le vert là, tout le temps. OK. Puis c'est qui ton joueur de la Ligue nationale préféré? En ce moment ou de tous les temps? De tous les temps. Je vais y aller avec Marc-André Fleury. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision communautaire qui ont participé à cette édition et je vous dis à la prochaine.